déplacement chimique, la susceptibilité magnétique, et puis d'autres choses qui sont liées au système de radiofréquence, au champ magnétique. Alors si vous voulez aller plus loin, je pense que c'est intéressant de lire au moins une fois certains articles, certains chapitres, parce que c'est quand même important quand on fait de l'IRM régulièrement d'aller un petit peu plus loin sur les artefacts. La littérature anglo-saxonne est assez riche, assez bien faite là-dessus. Il y a eu plusieurs articles, dont celui-là dans Radiographics, qui est de 2011, qui est assez récent. Donc Radiographics, vous savez, c'est une bonne ressource didactique. Puis il y a régulièrement des mises à jour, on va dire, dans les différentes revues européennes et américaines. On en trouve pas mal dans les revues américaines, probablement parce que l'IRM est très très implanté aux USA, et aussi qu'ils ont une tradition, disons, d'articles pédagogiques. Ils ont une grosse tradition là-dessus. En France, j'ai pas vu grand-chose dans le journal de radiologie. Je vous l'aurais mis, mais... Donc, alors ça part souvent de la neuroradiologie, mais pas seulement. On verra que sur l'ostéo-articulaire, il y a des articles principalement sur le métal, justement. Donc voilà, ça c'était pour l'aspect, disons, littérature bibliographique. Alors si on commence par ces images, cette image, alors j'ai gardé, c'est un cours, il y a pas mal de vieilles images, parce que sur les IRM anciennes, on était moins compensé sur les artefacts. On avait, disons, des artefacts plus prononcés. À votre avis, quel est le problème ici? Voilà, une prothèse de quelle articulation? De hanche, hein, c'est évident. Donc il y a un gros halo, en fait, un vide de signal finalement très étendu. On voit maintenant rarement de telles pertes de signal. Là, c'était une séquence qui n'était pas du tout optimisée. C'était effectivement une prothèse très ferromagnétique. En fait, qu'est-ce qui se passe? Le matériel ferromagnétique va provoquer des distorsions locales de signal, avec au maximum un vide de signal quand le matériel est grand. Alors après, quand ce sont des petites choses, on va pouvoir avoir des images un peu différentes. Je vais vous en montrer avec des juxtapositions hypo-hyper-signal. Alors vous voyez là, c'est quelqu'un qui a reçu une balle. C'est pas le Bataclan, hein, c'est une histoire bien plus ancienne, qui est en situation lombaire. Et vous voyez le résultat. Le résultat avec un petit matériel, mais bon, c'est pas non plus microscopique. On a finalement sur cette séquence un artefact, enfin une déformation, une distorsion très prononcée, hein, qui vient sur plusieurs niveaux, qui empêche d'interpréter. On reconnaît facilement le problème. C'est pas un souci de reconnaissance. Et là, à votre avis, c'est lié à quoi? Prothèse dentaire. Alors effectivement, il y a deux hypothèses, principalement prothèse dentaire. Sinon, on peut aussi avoir des problèmes avec certains mascaras. Et là, vous voyez que c'est un peu différent. On a une distorsion, on a une perte de signal, on reconnaît encore les structures anatomiques. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? Prothèse aortobiliaire. Pardon? Prothèse aortobiliaire. Non, en fait, c'était tout simplement ça. C'est un dessin d'Alain Chevreau. Vous voyez, c'était tout petit bouton métallique, bien placé ou mal placé. Voilà. Donc ça peut suffire sur une séquence. Je pense que c'est une séquence type écho de gradient T2 ancien. L'écho de gradient de base, ça fait partie des séquences les plus sensibles aux artefacts. Alors voilà, ça c'est une image cérébrale. Hein, en reconnaissant le problème hypo-hyper, ça c'est tout à fait caractéristique. Donc la conduite à tenir, en fait, les remèdes, bah déjà il faut que quand le patient arrive dans l'IRM, il faut que le technicien, le manipulateur, veille bien à enlever tout ce qui est matériel externe, tout ce qui est habit avec des boutons, soutien-gorge avec des armatures, etc. On peut avoir des problèmes sur du phare à paupières. Ça ne va pas tellement nous gêner en ostéo-articulaire, mais ça peut être gênant en neuroradio. Et puis, bah, bien sûr, les contre-indications aussi des corps étrangers intraoculaires, mais ça fait partie de la checklist systématique. Alors ça, c'est le phare à paupières.
Vous voyez, ça va provoquer des artefacts avec des battements éventuellement. Ça peut se voir. Qu'est-ce qu'il en est avec les autres matériaux? En fait, idéalement, le métal qui passe le mieux, c'est celui qui va provoquer un manque de, enfin, il y aura un manque de signal, mais il n'y aura pas de distorsion de l'image. Ce sont les matériaux qu'on appelle non ferromagnétiques qui passent beaucoup mieux. Pourquoi je vous en parle? Parce que ça concerne souvent le rachis, enfin, les implants d'orthopédie. En particulier, le rachis, c'est là où finalement c'est plus souvent implanté. Avec, il y a des matériaux type titane qui peuvent être utilisés. Alors ils ont l'inconvénient, mécaniquement, ils sont plus souples et moins résistants et aussi plus chers. Donc finalement, ils sont pas majoritaires, je pense. Mais regardez la séminaire que j'avais faite sur un patient avec arthrodèse lombaire, une arthrodèse de niveau. Ben, en fait, le matériel est tout simplement visible, finalement, avec une perte de signal, enfin une absence de signal, mais c'est normal. Mais on récupère une visibilité très vite. Quelques millimètres plus loin, on récupère une visibilité. On voit presque l'interface avec l'os, presque. Et on voit très bien les structures canalaires. Donc pour vous dire que ça ne doit pas vous faire peur. En tout cas, j'ai jamais eu de problème. Je fais beaucoup d'IRM avec un plan, beaucoup d'IRM rachidienne. J'ai jamais eu aucun problème de tolérance en passant les malades en IRM sur des malades arthrodésés. Et pour l'interprétation, ben, on a souvent quand même quelques images, enfin une partie des images qui sont interprétables. Après, il faut pas non plus rêver. Hein. Quand le matériel est très, très ferromagnétique, c'est difficile, mais on peut le plus souvent essayer. Alors, ces artefacts vont être maximisés avec le champ magnétique. Je vais en parler dans quelques diapos plus loin. Et ils dépendent aussi des séquences utilisées, en sachant que les séquences type écho de gradient sont les plus sensibles. Alors sur les implants métalliques, il vient de paraître justement, j'ai regardé, j'ai fait une petite mise à jour, un article dont j'ai extrait ce petit tableau parce que ça me paraissait intéressant de vous montrer. J'avais pas jusqu'à présent des données chiffrées. Donc là, vous voyez, c'est un clou-plaque de base. Ça doit être de l'acier inoxydable. Clou-plaque de base, voilà. Donc ça, c'est, vous voyez, il y a en fait vraiment une différence assez notable de susceptibilité là, en partie par million. Là, c'est à 1,5. Vous voyez, là, on est 3000, 5000 pour de l'acier inoxydable versus 180 pour du titane, sachant que le cobalt-chrome se situe de manière intermédiaire. Donc là, on revient là sur une image ancienne. Là, on a un implant, une prothèse en acier ou en cobalt-chrome, avec une image en écho-gradient. Là, c'est très mauvais. Alors, en spin-écho, déjà à l'époque, c'était mieux. On récupérait de la visibilité musculaire. Mais aujourd'hui, on peut faire encore mieux. Alors, sur les séquences classiques, quelles sont les solutions? Il faut en fait plutôt affiner la matrice, affiner les voxels, réduire l'épaisseur de coupe dans la limite du raisonnable pour garder du signal, réduire le temps d'écho, et aussi une recette classique, c'est d'élargir la bande passante. Alors ça va perdre un peu du signal, mais ça permet d'améliorer le problème des artefacts métalliques. On est toujours dans du compromis. Et puis donc, sont apparues plus récemment des techniques plus complexes qui ont été mises au point par les différents constructeurs. Alors, les artefacts peuvent aussi concerner le genou. Les implantations de croisés, vous savez, sont fréquentes. Et sur les croisés, les chirurgiens peuvent mettre des vis biocompatibles. Alors là, c'est parfait pour l'IRM. Ils peuvent aussi mettre des vis métalliques. Hein. Alors là, c'est un patient, vous voyez qu'il y a des vis en titane. Et là, c'est des séquences, c'est la comparaison entre une séquence T2 FATSAT avec saturation spectrale, c'est pas terrible, vous voyez qu'il y a beaucoup de halo, versus une séquence
avec une technique de suppression type STIR. Pour vous illustrer que ça, c'est des choses très très simples que vous avez sur toutes les machines, même anciennes, ça passera beaucoup mieux avec une séquence type STIR qu'avec une saturation sélective. Voilà, donc ça c'était dans ce papier qui est de 2011, qui reprend les recettes classiques pour améliorer, vous voyez, les méthodes standards, pour améliorer, réduire les artefacts. Donc, préférer les séquences dérivées des Spinnaco ou phase Spinnaco, préférer les séquences suppression de glace avec STIR ou bien la technique Dixon. Hein, c'est vrai que la technique Dixon, qu'on fait de plus en plus maintenant en ostéo-articulaire parce que ça a progressé, est vraiment très intéressante aussi. Augmenter la bande passante, affiner les coupes, et puis faire des combinaisons entre tout ça. Et on va voir que les constructeurs ont développé finalement des espèces de packages qui associent différentes solutions ensemble. Maverick, CMAC. Alors, une illustration sur une PTH, avec, vous voyez, une PTH droite, une grosse PTH, une séquence STIR. Bon, c'est sûr, autour de la prothèse, juste à proximité, c'est pas analysable, mais dès qu'on s'éloigne, on récupère de la visibilité, on peut analyser les muscles, on peut regarder l'os iliaque. Le T1, n'oubliez pas le T1, hein, c'est toujours une bonne séquence qui s'en sort assez bien. Ça, je vais passer. Alors, qu'est-ce qu'il en est à 3 Tesla? On a maintenant un petit peu de recul à Cochin sur l'IRM à 3 Tesla qui est installé depuis quelques temps. On travaille avec une 3 Tesla et une 1.5 Tesla. Donc on va gagner en signal, on va gagner en résolution spatiale, on va plus vite. C'est l'imagerie qui est potentiellement plus précise, mais on sait que le risque à 3 Tesla, ça va être de majorer tout ce qui est artefact, en particulier métal. Donc, une image native à 3 Tesla, c'est très beau, là, en T1. Qu'est-ce qui se passe avec le métal? Bon, regardez cet exemple. Là, c'est une patiente avec une prothèse totale qui ne va pas bien du tout. Cliniquement, elle ne va pas bien, et la radiographie montre le problème. Hein. C'est sûr qu'on a déjà une image de décèlement énorme, et probablement de granulome sur la radiographie. Qu'est-ce que ça donne sur l'IRM? Donc on l'a passé sur l'IRM à 3 Tesla. Bah, c'est sûr que si là c'est une séquence T1 sans compensation particulière, bah, vous voyez qu'il y a des artefacts importants. C'est sûr qu'il y a des artefacts importants. Ceci dit, cette IRM permet quand même de voir cette image. Hein, au dépend de l'articulation, tout ça. Donc, malgré les artefacts, on voit qu'il y a un processus tissulaire qui correspond au granulome visible en radio. Vous voyez les coupes axiales. Bon, les images ne sont pas extraordinaires. Hein. La prothèse artefacte beaucoup. Alors, qu'est-ce que les constructeurs proposent à 3T à 1.5? Alors, il y a différentes solutions. Idéal, c'est une solution type de la fabrication General Electric qui résiste pas trop mal selon mes collègues. Moi on ne l'utilise pas parce qu'ici on a un IRM Siemens, 2 IRM Siemens, mais qui résiste pas trop mal selon mes collègues et selon les publications. J'avais trouvé cet article dans Radiologie sur de l'arthrodèse rachidienne, et vous voyez qu'on a des images quand même assez intéressantes, hein, malgré la présence du matériel d'arthrodèse. On a des images même remarquables pour l'interprétation au contact à proximité du matériel. Donc pensez à l'utiliser, donc ça c'est disponible si vous travaillez sur une géométrie. Et puis donc là c'est tout récent, ça c'est une mise au point qui est parue dans Radiographics, donc qui fait un peu la mise au point sur les différents acronymes. Donc Mars, en fait, c'est l'association des recettes classiques. Dans les recettes, disons, propriétaires des constructeurs, Siemens, vous avez eu des topos ce matin par Wadi Benassen de Siemens. Siemens propose deux niveaux de correction. Il y a ce qu'on appelle le warp
et ce qu'on appelle le CMAC. D'accord. Donc le warp, il est, je pense,